On remarque parfois que quelque chose en soi commence à s'alourdir sans que l'on sache vraiment expliquer pourquoi. Les journées deviennent plus longues, chaque heure semble s'étirer, les pensées plus lentes tournent en boucle sans trouver d'issue, et même les gestes les plus simples, ceux que l'on accomplissait autrefois sans y penser, demandent un effort qui avant passait inaperçu. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un simple coup de fatigue passager, ni un manque de volonté ou de motivation. C'est une fatigue qui vient d'un endroit plus profond, bien plus profond que le corps, là où se croisent les émotions accumulées, les attentes non formulées, les déceptions que l'on n'a jamais osé exprimer à voix haute, les frustrations enfouies. On continue à avancer comme si de rien n'était, en se disant que tout finira par s'arranger avec le temps, que demain ira mieux, que c'est juste une mauvaise passe. Mais le corps et l'esprit envoient des signaux qui ne trompent pas. Une tension persistante dans la nuque qui revient chaque matin au réveil. Une difficulté à respirer pleinement comme si quelque chose comprimait la poitrine, ou cette sensation étrange de vivre en léger décalage avec soi-même, comme si l'on se regardait vivre de l'extérieur sans vraiment y participer. Ce type de lassitude profonde naît souvent quand on chemine trop longtemps sans pause intérieure, sans moment de véritable repos mental. Quand on gère les imprévus qui s'accumulent, les obligations qui se multiplient, les relations compliquées qui drainent l'énergie et les inquiétudes qui ne cessent de grandir sans jamais prendre le temps de comprendre ce que tout cela provoque réellement en nous, ce que cela fait à notre système nerveux, à notre équilibre émotionnel. Au début, on compense, on s'adapte tant bien que mal, on mobilise nos dernières ressources, on se dit que l'on tiendra encore un peu, juste un peu plus longtemps. Mais la fatigue émotionnelle n'est pas un simple épuisement physique que l'on pourrait soigner avec une bonne nuit de sommeil. Elle est bien plus insidieuse. Elle s'infiltre dans les pensées, colore toutes les émotions d'une teinte grisâtre et finit par modifier profondément la manière dont on perçoit la vie elle-même. Même les moments qui devraient être agréables, les instants de joie, les petits bonheurs quotidiens semblent plus distants, inaccessibles, comme si quelque chose brouillait l'accès à la douceur, à la légèreté, à la simplicité d'être. Peu à peu, sans même s'en rendre compte, on commence à ressentir une forme de détachement étrange. Non pas parce que l'on ne tient plus aux autres ou aux choses importantes de notre vie, mais parce que l'esprit, dans une tentative désespérée de survie, cherche à économiser ce qui lui reste d'énergie. C'est une stratégie de survie discrète, presque silencieuse, qui s'installe sans faire de bruit. On devient progressivement plus sensible aux moindres conflits, même le plus insignifiant, plus vulnérable aux critiques qui autrefois nous auraient à peine effleurés, plus fragile face aux imprévus du quotidien. Parfois, on se surprend à éviter activement les conversations profondes, à repousser constamment les décisions importantes, à s'enfermer dans des routines rigides qui servent surtout à ne pas affronter ce qui nous dépasse, ce qui nous fait peur, ce qui demande trop d'énergie émotionnelle. Cette fatigue s'installe justement là, dans ces espaces inconfortables où l'on préfère ignorer plutôt que ressentir, où l'on choisit l'engourdissement plutôt que la confrontation avec nos émotions. Le plus trompeur, le plus déstabilisant dans tout cela, c'est que l'on donne souvent l'impression d'aller parfaitement bien aux yeux des autres. On sourit quand il faut, on assure dans nos responsabilités, on répond comme il faut aux questions de politesse. Extérieurement, rien n'indique vraiment que l'on se bat chaque jour contre un courant intérieur constant, invisible et épuisant. Mais dès que l'on se retrouve seul, dans le silence de notre chambre ou de notre voiture, on réalise avec effroi que la moindre contrariété, la plus petite chose qui va de travers suffit à nous épuiser complètement. L'émotion tient à peine, prête à déborder à tout moment. Le mental vacille dangereusement et le corps peine à suivre le rythme imposé. C'est là, dans ces moments de solitude forcée, que l'on comprend avec une clarté douloureuse que ce sentiment persistant qui ne disparaît jamais complètement ne vient pas d'un simple manque de sommeil, mais d'un trop-plein monumental de choses non digérées, non dites, non accueillies dans notre conscience. Des émotions refoulées qui attendent leur tour, des conversations évitées, des conflits non résolus, des besoins ignorés. Ce que l'on oublie trop souvent, ce que notre culture moderne tend à minimiser, c'est que l'épuisement émotionnel ne naît jamais d'un seul événement traumatisant, d'une seule crise majeure. Il se construit lentement, patiemment, à partir d'un empilement progressif de petites tensions quotidiennes, de compromis silencieux que l'on fait avec soi-même, de responsabilités que l'on porte trop longtemps sur nos épaules, sans les remettre à leur juste place, sans se demander si elles nous appartiennent vraiment. On se dit machinalement que l'on doit tenir, que c'est notre devoir, que c'est normal d'être fatigué dans la vie moderne, que cela arrive à tout le monde, que l'on n'a pas le droit de se plaindre.
Mais à force de minimiser systématiquement ce que l'on ressent, de balayer nos émotions sous le tapis, de dire « ce n'est rien » alors que c'est quelque chose, on finit par dépasser largement la limite de nos capacités sans même y prêter attention, sans même voir les signaux d'alarme qui clignotent. L'esprit reste en état d'alerte permanent, comme un soldat en zone de guerre. Même lorsqu'il n'y a objectivement rien à surveiller, aucun danger réel, aucune menace immédiate, il continue de scanner l'environnement, de prévoir les problèmes, d'anticiper les difficultés. Le corps, lui, tente courageusement de suivre cette cadence infernale. Mais il s'essouffle bien avant que notre conscience ne réalise ce qui se passe, comme pour nous rappeler avec insistance que quelque chose ne tourne plus rond dans notre fonctionnement, que nous avons perdu l'équilibre. Il arrive aussi, et c'est peu, être l'un des aspects les plus douloureux, que l'on confonde cette lassitude profonde, cette fatigue qui va bien au-delà du physique, avec un manque de motivation personnelle ou un défaut de caractère. On se reproche amèrement de ne plus réussir à avancer au même rythme qu'avant, de ne plus trouver l'énergie nécessaire pour ces tâches qui autrefois semblaient si simples, si évidentes. On se juge, on se critique, on se compare aux autres qui semblent gérer leur vie avec tant d'aisance. Pourtant, il faut le comprendre clairement, ce n'est absolument pas une question de caractère, de force ou de faiblesse personnelle. C'est le signe évident que l'on a trop absorbé sans jamais relâcher la pression, trop donné aux autres sans se rééquilibrer soi-même, trop porté de fardeaux sans jamais les poser un instant. Quand les émotions s'accumulent jour après jour, semaine après semaine, elles pèsent progressivement sur chaque geste, chaque pensée, chaque décision, même les plus insignifiantes en apparence. On se retrouve alors à hésiter davantage sur des choix qui devraient être simples, à douter constamment de ce que l'on ressent, de la validité de nos émotions, et parfois même à questionner profondément sa propre valeur, sa légitimité à exister, sa place dans le monde. Dans ces moments-là, absolument tout paraît plus lourd qu'il ne devrait raisonnablement l'être. La moindre demande extérieure, la plus petite sollicitation semble disproportionnée, insurmontable, comme si l'on devait puiser dans une réserve intérieure déjà presque complètement vide, dont on peut voir le fond. On devient progressivement moins tolérant au bruit ambiant, à l'agitation du monde extérieur, à l'imprévu qui dérange nos fragiles routines. Les relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, même avec les gens que l'on aime, demandent une énergie considérable que l'on n'a plus vraiment, que l'on ne peut plus mobiliser. Il ne s'agit absolument pas d'un désintérêt soudain envers les autres, d'un manque d'amour ou d'affection, mais d'une difficulté très réelle à se rendre disponible émotionnellement lorsque l'on peine déjà à se tenir debout intérieurement, à maintenir sa propre stabilité. Cette fatigue profonde crée alors une distance, parfois discrète et subtile, parfois terriblement évidente et douloureuse. Une distance que l'entourage ne comprend pas toujours, ne peut pas toujours saisir. Il nous trouve changés, distants, froids peut-être, sans réaliser que derrière ce retrait apparent se cache une lutte invisible et épuisante pour simplement continuer à fonctionner. Ce qui rend l'épuisement émotionnel encore plus complexe, encore plus difficile à identifier et à traiter, c'est qu'il ne s'exprime pas toujours de façon visible et spectaculaire. Il ne ressemble pas aux images que l'on a en tête. Certaines personnes deviennent particulièrement irritables, explosant pour des détails insignifiants. D'autres se renferment complètement sur elles-mêmes, coupant les ponts avec le monde extérieur. D'autres encore fonctionnent en mode automatique, comme des robots accomplissant mécaniquement les tâches quotidiennes. Ce n'est pas un état spectaculaire qui attire l'attention, qui déclenche l'alarme. C'est un glissement progressif, presque imperceptible au début, dans une forme de survie psychique où l'on fait juste le minimum. On fait ce qu'il faut pour avancer dans la vie, pour maintenir les apparences, mais on avance sans véritable présence, sans élan intérieur, sans cette flamme qui nous animait autrefois. On accomplit mécaniquement les gestes nécessaires, on remplit consciencieusement les obligations, mais quelque chose dans le regard trahit une lassitude profonde, difficile à camoufler complètement. C'est un état paradoxal où l'on se sent à la fois trop plein de tensions, de pensées, d'émotions non exprimées, et complètement vidé de ressources, d'énergie vitale, de joie de vivre. Comme un vase qui serait rempli de pierres lourdes mais vide d'eau pure et fraîche. Et puis, il y a ces moments particuliers de lucidité soudaine où l'on sent avec une clarté déchirante que l'on ne peut plus continuer ainsi, que quelque chose doit changer. Pas parce que tout s'effondre brutalement d'un coup, dans un événement catastrophique, mais parce que l'on réalise peu à peu, dans une prise de conscience progressive et douloureuse, que l'on se perd graduellement, que l'on s'éloigne de qui l'on est vraiment.
On remarque avec tristesse que l'on ne savoure plus rien dans la vie, que les plaisirs simples ne nous touchent plus, que la joie semble désormais trop lointaine, inaccessible, comme si elle appartenait à une autre vie, à une autre personne. On réalise que l'on vit en mode économie permanente, rationnant chaque sourire, chaque effort, chaque interaction. Cette fatigue tenace ne disparaît pas tant qu'on ne lui accorde pas consciemment une place dans notre vie, tant qu'on ne l'écoute pas avec sincérité et bienveillance. C'est une invitation pressante à ralentir enfin le rythme effréné, à regarder honnêtement ce qui s'accumule depuis trop longtemps dans les recoins de notre esprit, à remettre courageusement de l'ordre dans ce que l'on a voulu porter seul pendant beaucoup trop longtemps, dans ces fardeaux qui ne nous appartenaient peu, être même pas. L'une des particularités les plus troublantes de cette fatigue qui ne s'en va jamais, qui nous accompagne comme une ombre, c'est qu'elle brouille progressivement, jour après jour, la manière dont on se perçoit soi-même, dont on se définit en tant que personne. On commence insidieusement à douter de ses capacités pourtant réelles, à se demander avec angoisse si l'on n'est pas devenu plus fragile qu'avant, moins compétent dans son travail, moins stable émotionnellement, moins capable de faire face à la vie. Pourtant, et c'est absolument crucial de le comprendre, ce n'est pas une faiblesse innée, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un signal d'alarme important, un signe clair que l'esprit a été sollicité bien au-delà de ses ressources naturelles, bien au-delà de ce qu'il pouvait raisonnablement supporter, souvent sans que l'on s'en aperçoive vraiment, sans que l'on prenne conscience de l'accumulation progressive. Quand l'intérieur est complètement saturé, quand il n'y a plus d'espace pour respirer mentalement, l'extérieur devient automatiquement plus difficile à gérer, plus menaçant. Même les décisions les plus simples, les plus banales du quotidien prennent démesurément plus de temps, demandent une réflexion qui devrait être instantanée, comme si chaque pensée devait laborieusement traverser un espace mental encombré, saturé d'informations, avant d'arriver finalement à destination, avant de pouvoir être formulée en action. Avec le temps qui passe inexorablement, cette saturation mentale peut donner la pénible impression d'être en décalage constant avec les autres, avec le monde qui continue de tourner. On observe les gens autour de nous qui poursuivent apparemment leur vie avec une aisance déconcertante qui semble totalement inaccessible pour nous. On les voit rire facilement, discuter avec légèreté, s'engager avec enthousiasme dans toutes sortes d'activités, et l'on se demande avec une pointe de désespoir pourquoi cela paraît si naturel, si simple pour eux, et si terriblement compliqué, si épuisant pour soi. Ce décalage perçu nourrit insidieusement un sentiment profond d'isolement. Pas un isolement géographique ou imposé de l'extérieur, mais une sensation intérieure particulièrement douloureuse de ne plus réussir à se connecter aux autres de la même manière qu'avant, de ne plus vibrer sur la même fréquence. On participe physiquement aux conversations, on sourit poliment quand il faut, on acquiesce aux moments appropriés, mais on sent confusément que quelque chose d'essentiel ne circule plus normalement à l'intérieur, que l'on est présent physiquement, mais absent émotionnellement. Et ce phénomène troublant peut aussi provoquer progressivement un retrait émotionnel involontaire, non voulu, non choisi. Non pas parce que l'on ne souhaite sincèrement plus tisser de liens avec les autres, plus partager des moments, mais parce que chaque interaction sociale, même la plus anodine, semble désormais demander une énergie considérable qui se fait dramatiquement rare, qui fait cruellement défaut. On choisit alors, souvent avec culpabilité, de répondre plus tard aux messages, de reporter sans cesse une rencontre pourtant désirée, d'éviter systématiquement des situations qui autrefois paraissaient parfaitement naturelles, évidentes, agréables même. Ce repli progressif sur soi n'est absolument pas un manque d'affection envers les personnes que l'on aime. Ce n'est pas de l'indifférence ou de l'égoïsme. C'est une tentative désespérée, souvent maladroite, de se protéger d'une surcharge supplémentaire qui menace de nous faire basculer complètement. L'épuisement émotionnel pousse naturellement, presque instinctivement, à réduire drastiquement tout ce qui semble ajouter du bruit intérieur, du chaos mental, même si ce bruit provient paradoxalement de personnes que l'on apprécie profondément, que l'on aime sincèrement. Paradoxalement, et c'est l'un des aspects les plus déroutants de cette condition, c'est souvent précisément dans ces périodes difficiles que l'on devient beaucoup plus sensible émotionnellement, plus à vif. Un mot mal placé, une remarque maladroite peut peser infiniment davantage qu'il ne le devrait objectivement. Une remarque anodine, qui en temps normal nous aurait fait sourire ou que nous aurions ignoré, peut déclencher une agitation intérieure disproportionnée, une tempête émotionnelle. L'esprit, déjà profondément fragilisé par des mois ou des années de tension, réagit beaucoup plus intensément, de façon amplifiée, aux perturbations extérieures, même minimes.
Ce n'est absolument pas de la susceptibilité gratuite, ce n'est pas un défaut de caractère ou un manque de maturité. C'est simplement le reflet fidèle d'un système émotionnel complètement à bout de souffle, épuisé, qui tente désespérément de gérer les stimuli quotidiens avec le très peu d'énergie encore disponible, avec les dernières réserves. On se surprend alors à désirer ardemment le silence, une vraie douceur dans les interactions, une certaine lenteur dans le rythme de vie, comme si le monde extérieur dans son ensemble était devenu trop fort, trop bruyant, trop rapide, beaucoup trop exigeant pour notre système nerveux à bout. Et pourtant, au milieu de ce tourbillon discret mais constant, il arrive parfois que l'on ressente un besoin très profond, viscéral, de comprendre enfin ce qui se passe réellement en nous, pas nécessairement pour trouver une solution immédiate et miracle, mais simplement pour mettre des mots précis sur ce qui jusqu'alors semblait confus, insaisissable, flou, et reconnaître honnêtement ce type particulier de fatigue, lui donner un nom, demande une forme d'honnêteté radicale avec soi-même, une authenticité parfois beaucoup plus difficile à atteindre que l'on ne l'imagine au départ. Cela signifie concrètement admettre sans détour que l'on est allé beaucoup trop loin, que l'on a dépassé ses limites, que l'on a demandé à son esprit de supporter bien plus qu'il ne pouvait raisonnablement gérer. Mais ce geste simple d'honnêteté, aussi évident qu'il puisse paraître en théorie, marque très souvent dans la pratique le début véritable d'un apaisement progressif, le premier pas vers la guérison. Car on ne peut absolument pas soulager, apaiser, guérir ce que l'on refuse obstinément de voir, ce que l'on nie farouchement. Lorsqu'on commence enfin, après tant de temps, à observer cette fatigue profonde avec un peu plus de lucidité, avec moins de jugement, on découvre souvent avec surprise qu'elle ne provient pas seulement des événements extérieurs difficiles, des circonstances adverses, mais aussi et surtout de la manière dont on s'est traité soi-même pendant tout ce temps, de la dureté dont on a fait preuve envers soi-même. On réalise progressivement, parfois avec douleur, que l'on a demandé sans relâche à son esprit d'être solide comme un roc, sans jamais s'accorder la moindre interruption, de rester parfaitement clair et lucide même au milieu du chaos le plus total, d'être infiniment patient et compréhensif quand tout autour manquait cruellement de douceur et de bienveillance. Cette pression intérieure constante, souvent complètement silencieuse et invisible aux autres, finit inévitablement par créer un écart douloureux entre ce que l'on vit réellement au quotidien, dans toute sa difficulté, et l'image lisse et parfaite que l'on tente désespérément de préserver pour le monde extérieur, pour notre entourage. Cet écart grandissant devient lui-même une source d'épuisement supplémentaire, considérable, parce qu'il demande énormément d'énergie pour jouer constamment un rôle, pour maintenir une façade, alors que l'on aurait surtout vitalement besoin de s'accorder enfin un moment de vérité pure, sans filtre, sans masque. On remarque alors, dans cette prise de conscience douloureuse, que l'on a progressivement accumulé beaucoup trop de responsabilités invisibles. Ces responsabilités que personne ne voit vraiment, que personne ne reconnaît, mais que l'on porte quotidiennement par habitude profondément ancrée ou par nécessité perçue. Être invariablement celui qui rassure les autres dans leurs angoisses, celui qui organise minutieusement tout pour que tout fonctionne, celui qui tient fermement les choses ensemble quand tout menace de s'effondrer, celui qui absorbe patiemment toutes les tensions pour éviter soigneusement les conflits ouverts. Cette posture exigeante, répétée jour après jour, année après année, use l'esprit beaucoup plus profondément que n'importe quelle tâche concrète et visible, parce qu'elle oblige impitoyablement à rester en vigilance constante, en état d'alerte permanent. Même lorsque le corps se repose physiquement, allongé dans le lit, la tête continue inlassablement de tourner, d'anticiper les problèmes futurs, de s'inquiéter pour mille choses. C'est précisément là, dans cette impossibilité fondamentale à se détendre complètement, que la fatigue émotionnelle se renforce insidieusement, s'enracine profondément, dans cette incapacité chronique à lâcher prise véritablement. Il y a aussi toutes ces attentes démesurées que l'on nourrit continuellement envers soi-même, ces standards impossibles à atteindre. On voudrait être perpétuellement fort et invulnérable, stable comme un phare dans la tempête, cohérent en toutes circonstances, disponible pour tous sans jamais faiblir, sans jamais montrer la moindre faille. On voudrait désespérément continuer à avancer sans cesse, à progresser, comme si ralentir un instant signifiait automatiquement échouer dans la vie, décevoir les autres, se décevoir soi-même. Mais l'esprit humain n'est absolument pas une machine infaillible, un moteur qui tourne indéfiniment. Et lorsque l'on refuse obstinément d'entendre ces signaux d'alarme de plus en plus forts, il finit inévitablement par s'exprimer autrement, par d'autres moyens plus brutaux. Il nous rend considérablement plus lents dans nos réflexions,
plus dispersé dans notre attention, parfois beaucoup plus anxieux face à des situations qui ne le justifiaient pas. Il modifie profondément notre rapport au temps qui semble se déformer, aux relations qui deviennent plus difficiles, et même à la perception fondamentale de soi, de notre identité. Cette fatigue persistante n'est absolument pas un caprice, une faiblesse de caractère. C'est une réaction naturelle, saine et adaptative d'un système psychologique complètement saturé, qui ne parvient tout simplement plus à filtrer efficacement tout ce qui lui arrive, tous les stimuli, toutes les demandes. À ce stade critique, beaucoup de personnes ressentent une perte significative de clarté intérieure, un brouillard mental, non pas une confusion mentale totale et paralysante, mais une brume légère, persistante, qui enveloppe progressivement tout, qui rend les contours flous. On sait intellectuellement ce qu'il faudrait faire pour aller mieux, on peut même le formuler clairement, mais on n'arrive simplement plus à passer concrètement à l'action, à mobiliser l'énergie nécessaire. On perçoit distinctement ce qui nous pèse lourdement. On peut l'identifier, mais on n'a plus l'élan vital, la force intérieure pour s'en libérer réellement. Cette forme frustrante de stagnation crée inévitablement un sentiment douloureux d'impuissance, de perte de contrôle, qui alourdit encore davantage l'esprit déjà fragilisé, créant un cercle vicieux dont il semble impossible de s'extraire. Pourtant, et c'est fondamental de le comprendre, cette stagnation apparente n'est absolument pas un blocage définitif et irrémédiable. C'est très souvent, en réalité, une pause imposée salutairement par le corps et l'esprit pour empêcher activement que l'on s'enfonce encore davantage dans l'épuisement, pour nous protéger malgré nous d'un effondrement plus grave. Et puis, il y a ce moment très particulier, presque mystique, où l'on comprend soudainement avec une clarté absolue que continuer exactement de la même manière ne mènera nulle part, ne changera rien à la situation. Ce n'est pas un déclic spectaculaire et dramatique comme dans les films, c'est plutôt un constat calme, lucide, presque serein. On sent profondément qu'il faut impérativement changer quelque chose dans sa vie, même si on ne sait pas encore précisément quoi ni comment. On perçoit intuitivement que cette fatigue tenace ne se dissipera pas, ne s'envolera pas magiquement tant qu'on n'aura pas réappris fondamentalement à prendre soin de soi autrement, avec plus de douceur, plus de respect. Ce moment de réalisation est absolument essentiel, crucial même, car il marque symboliquement la première fissure dans le mur épais de résistance que l'on avait patiemment construit autour de soi pour se protéger. C'est précisément là que l'esprit commence lentement, progressivement, à chercher activement un chemin viable vers l'apaisement, vers la guérison. C'est souvent à partir de cette prise de conscience profonde et sincère que l'on commence enfin à explorer véritablement ce qui intérieurement demande réellement de l'attention, de la considération, des soins. On se rend compte progressivement, parfois avec stupéfaction, que l'épuisement émotionnel ne disparaît jamais, simplement en se forçant courageusement à faire plus, à être plus productif, ni en essayant désespérément de retrouver coûte que coûte l'énergie débordante que l'on avait autrefois, dans une autre vie. Au contraire, et c'est paradoxal, plus on lutte activement contre cette fatigue, plus on la nie, plus on s'enfonce inexorablement dans le sable mouvant de l'épuisement. Ce qui apaise véritablement, ce qui guérit profondément, ce n'est absolument pas l'effort forcené, la volonté pure, mais la reconnaissance humble et sincère de ce qui est. Regarder courageusement en face ce qui fait réellement mal en nous, ce qui pèse lourdement sur nos épaules depuis trop longtemps, ce que l'on a soigneusement accumulé en silence pendant des mois ou des années. Ce geste apparemment simple, presque banal, demande en réalité énormément de courage véritable, car il oblige impitoyablement à reconnaître honnêtement les limites humaines que l'on sait longtemps, obstinément refusé d'avoir, que l'on a nié avec force. À mesure que l'on observe attentivement cette fatigue profonde, sans jugement, avec curiosité et bienveillance, on comprend aussi graduellement qu'elle vient parfois, souvent même, du décalage douloureux entre la vie concrète que l'on mène actuellement, avec toutes ses contraintes et ses obligations, et ce dont on a réellement, authentiquement besoin pour s'épanouir, pour être en accord avec soi-même, vivre en tension permanente et constante, vouloir absolument répondre à tout et à tous, s'adapter compulsivement à chacun, porter simultanément des rôles multiples et contradictoires, sans jamais s'accorder la moindre pause. Tout cela crée inévitablement une distance considérable, un fossé grandissant entre soi et son propre rythme naturel, ses propres besoins fondamentaux. L'esprit finit alors par protester vigoureusement, non pas pour nous punir méchamment ou nous faire souffrir, mais pour tenter désespérément de rétablir un équilibre vital qui a été perdu.
Il rappelle avec insistance que certaines émotions importantes ont été systématiquement négligées, mises de côté, que certaines blessures anciennes n'ont jamais été véritablement traitées ni soignées, que certains besoins fondamentaux ont été complètement ignorés pendant beaucoup trop longtemps. L'épuisement émotionnel devient alors progressivement une sorte de langage particulier, une forme de communication. C'est la seule manière efficace qu'a le corps de signaler clairement qu'un changement profond est absolument nécessaire, qu'on ne peut plus continuer ainsi sans conséquences graves. Très souvent, malheureusement, cette fatigue omniprésente s'accompagne douloureusement d'une perte significative d'élan intérieur, de cette flamme qui nous animait autrefois. On ressent beaucoup moins de curiosité naturelle envers le monde, moins de capacité spontanée à se projeter dans l'avenir avec espoir, moins d'envie sincère de s'ouvrir à de nouvelles expériences, de découvrir, d'explorer. Ce n'est absolument pas de l'indifférence froide ou de l'apathie choisie. C'est une forme très efficace de protection instinctive. L'esprit essaie intelligemment de se préserver, en réduisant automatiquement l'exposition à tout ce qui pourrait potentiellement créer plus de surcharge émotionnelle, plus de stress, plus de complications. Cela peut donner la pénible impression de ne plus du tout reconnaître la personne que l'on était il y a quelques années, celle qui avait naturellement plus de spontanéité dans ses réactions, plus de légèreté dans son être, plus de joie de vivre. Mais cette phase difficile n'est absolument pas un effacement définitif de la personnalité, une disparition irréversible. C'est un ralentissement nécessaire et salvateur, une manière naturelle de reprendre progressivement contact avec son intérieur profond, sans être constamment tiré dans toutes les directions par les sollicitations extérieures. Dans cette période délicate de transition, il devient absolument essentiel, vital même, d'accueillir pleinement ce que l'on ressent sans aucun jugement négatif, sans critique, sans se flageller. La fatigue émotionnelle s'amplifie considérablement. Elle s'aggrave dangereusement lorsqu'on tente obstinément de la cacher aux autres et à soi-même, ou de la banaliser constamment, en se disant que ce n'est rien, que d'autres ont pire. Reconnaître honnêtement que l'on est à bout de force, que l'on n'arrive simplement plus à assumer tout ce que l'on assumait avant, avec une apparente facilité, que l'on se sent complètement saturé émotionnellement, ce n'est absolument pas un aveu honteux d'échec ou de faiblesse. C'est au contraire un geste profond de lucidité, de courage et de maturité émotionnelle. Cela demande énormément de douceur envers soi-même, une douceur bienveillante que l'on n'a malheureusement pas toujours appris à s'accorder dans notre éducation ou notre culture. Être véritablement attentif à soi, à ses besoins réels, ne consiste absolument pas à chercher frénétiquement des solutions immédiates et miracles, mais plutôt à créer patiemment un espace sécurisant où l'on peut enfin respirer sans pression extérieure ou intérieure, où l'on peut simplement être. À partir de là, de cette reconnaissance sincère, quelque chose de subtil mais puissant commence lentement à se transformer en profondeur. La fatigue omniprésente ne disparaît évidemment pas miraculeusement du jour au lendemain, ce serait trop simple, mais elle cesse progressivement d'être un bloc immobile, monolithique et incompréhensible. Elle devient graduellement plus lisible, plus compréhensible, plus gérable. On s'aperçoit avec surprise que certains poids que l'on portait ne nous appartiennent même pas vraiment, qu'on les a acceptés par habitude ou par obligation sociale, que certaines tensions importantes viennent de responsabilités que l'on a assumées par automatisme, par habitude profondément ancrée, plutôt que par choix conscient et libre. On réalise enfin, et c'est libérateur, que l'on a parfaitement le droit de poser clairement des limites dans nos relations, de dire non sans culpabilité, de ralentir significativement notre rythme de vie, de ne pas être toujours immédiatement disponible pour tous. C'est souvent précisément dans ce réajustement discret, mais significatif, des priorités que surgit enfin une première lueur authentique d'apaisement durable, une respiration plus profonde et plus libre, une pensée plus claire et plus organisée, un instant précieux où l'on se sent un peu plus aligné, plus en harmonie avec soi-même, avec ses valeurs profondes. Ce sont des signes subtils, des indices discrets, mais ils indiquent clairement que l'esprit retrouve progressivement un espace vital pour se reconstruire patiemment, pour guérir ses blessures. Peu à peu, en réorganisant consciemment cet espace intérieur encombré, en faisant le tri dans nos engagements, on distingue beaucoup plus clairement ce qui nourrit vraiment notre âme, ce qui nous fait du bien et ce qui épuise inutilement nos ressources limitées. On commence enfin à remarquer attentivement les situations qui drainent notre énergie presque instantanément, dès les premières minutes, celles où l'on se sent obligé de répondre à des attentes qui ne sont absolument pas les nôtres, qui appartiennent à d'autres,
celle où l'on s'éloigne dangereusement de soi pour préserver une façade sociale, une image acceptable. Cette prise de conscience libératrice n'arrive évidemment pas d'un seul coup, comme une révélation soudaine. Elle se construit progressivement au fil de moments discrets mais significatifs. Souvent, on la découvre lorsque l'on se surprend à respirer beaucoup plus librement, plus profondément, après avoir enfin posé une limite claire et ferme, ou après s'être généreusement offert une pause longtemps différée, longtemps refusée. Ces instants précieux révèlent à quel point l'épuisement émotionnel chronique n'était pas seulement une simple fatigue passagère, mais aussi et surtout un signal d'alarme majeur de désalignement profond avec ses propres besoins authentiques, avec son essence véritable. À ce stade crucial du processus de guérison, il devient absolument nécessaire de redéfinir fondamentalement sa manière d'être présent au monde, son rapport aux autres et à soi-même. Non pas en coupant brutalement tous les liens sociaux ou en s'isolant complètement comme un ermite, mais en apprenant progressivement à se respecter davantage, à s'honorer dans chaque interaction quotidienne, dans chaque échange. Cela implique concrètement de faire très attention à la façon dont on s'expose aux autres, d'observer minutieusement ce qui déclenche les tensions internes récurrentes, de reconnaître honnêtement les situations où l'on s'oublie complètement soi-même pour satisfaire les autres. Ce n'est absolument pas un processus de retrait total du monde ou d'isolement défensif, mais plutôt de recentrage progressif sur soi-même, sur ses valeurs. L'idée fondamentale n'est pas de se protéger hermétiquement du monde extérieur comme dans une bulle, mais de ne plus s'imposer inconsciemment un rythme de vie épuisant qui contredit complètement ce que l'on ressent authentiquement, ce dont on a réellement besoin. Cet apprentissage essentiel demande énormément de temps et de patience, car il oblige à déconstruire méthodiquement des habitudes très profondément ancrées, des schémas comportementaux qui datent parfois de l'enfance. Il y a aussi un autre aspect fondamental que l'on comprend beaucoup mieux à ce moment-là du parcours, l'importance capitale du silence intérieur véritable. Pas le silence qui étouffe les émotions, qui nie, qui refoule, mais celui qui apaise authentiquement, celui qui permet enfin d'entendre à nouveau ce que l'on ressent réellement sous toutes les couches de conditionnement. Lorsqu'on traverse une période difficile d'épuisement émotionnel, l'esprit est complètement saturé de bruit mental incessant, d'alertes permanentes, de pensées qui tournent en boucle sans fin, qui ne mènent nulle part. Retrouver une forme authentique de calme intérieur, même infime au début, même juste quelques secondes, devient un acte profondément réparateur, un baume sur les blessures. Parfois cela passe simplement par des gestes apparemment simples mais puissants, comme marcher tranquillement dans la nature sans objectif précis, sans destination, respirer en pleine conscience, en se concentrant uniquement sur le souffle, rester quelques minutes précieuses, sans aucune sollicitation extérieure, sans téléphone, sans écran, sans bruit. Ces moments ne résolvent évidemment pas tout d'un coup, ils ne font pas disparaître magiquement les problèmes, mais ils offrent généreusement à l'esprit un espace précieux pour se réguler naturellement, pour retrouver son équilibre. Au fur et à mesure que ce calme bienfaisant se réinstalle progressivement, on découvre une vérité fondamentale que l'on avait complètement oubliée dans le tourbillon de la vie moderne. On n'a jamais été censé porter tout seul, sans aide, sans soutien, tout ce que l'on portait sur nos épaules. L'épuisement émotionnel se développe très souvent, presque systématiquement, lorsque l'on s'isole progressivement dans sa propre exigence personnelle, lorsque l'on pense à tort devoir être à la hauteur de tout, de toutes les attentes, sans jamais demander de soutien et sans jamais s'accorder la moindre pause. Reconnaître humblement que l'on a parfaitement le droit d'être vulnérable, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais une force, que l'on peut et doit demander de l'aide quand c'est nécessaire, que l'on n'est absolument pas obligé d'être infaillible et parfait en toutes circonstances. C'est une étape absolument essentielle dans le processus de guérison. Elle ne rend évidemment pas la fatigue moins réelle du jour au lendemain, mais elle ouvre courageusement une porte importante vers un rapport beaucoup plus doux, plus bienveillant, plus aimant à soi-même. Et quelque chose de très subtil mais puissant se produit naturellement à partir de là, de cette acceptation de la vulnérabilité. L'esprit qui jusqu'ici fonctionnait en mode survie permanent, en état d'urgence constant, commence enfin à se détendre progressivement, à relâcher les tensions. Les émotions deviennent graduellement moins envahissantes, moins débordantes. Le corps se sent peu à peu un peu moins tendu, moins noué, les pensées moins dispersées et chaotiques. Ce n'est évidemment pas une transformation spectaculaire et instantanée, comme dans un film, mais une reconstruction lente et progressive, patiente et délicate, un geste après l'autre, un choix après l'autre, un jour après l'autre,
Et dans cette lente évolution naturelle, dans ce processus organique, on sent progressivement que l'on retrouve une forme précieuse de solidité intérieure. Non pas la solidité rigide et inflexible que l'on croyait devoir montrer aux autres pour être accepté, mais une solidité souple, flexible, vivante, capable d'accueillir toutes les émotions sans jugement, de ressentir pleinement ce qui est, et de se préserver sainement sans se fermer complètement aux autres. À mesure que cette solidité intérieure précieuse se reconstruit pierre par pierre, on commence naturellement à percevoir des changements subtils mais significatifs dans la manière d'affronter sereinement le quotidien. Les situations qui autrefois semblaient absolument insurmontables, écrasantes, deviennent progressivement plus gérables, plus abordables. Non pas parce qu'elles ont objectivement changé dans leur nature, mais parce que l'on ne les aborde plus du tout depuis un état de tension permanente et épuisant. L'esprit retrouve enfin un peu d'espace vital pour réfléchir calmement, pour ressentir sans être submergé, pour décider avec beaucoup plus de clarté et de discernement. On remarque avec intérêt que certaines choses qui nous épuisaient terriblement auparavant ne provoquent plus du tout la même réaction automatique et intense, tandis que d'autres continuent d'exiger légitimement un réajustement conscient, une attention particulière. Cette observation beaucoup plus attentive et moins impulsive de nos réactions est très souvent le signe clair que l'on se reconnecte enfin authentiquement à ses propres limites, qu'on les respecte davantage. Cette reconnexion progressive avec soi-même amène aussi naturellement une compréhension beaucoup plus fine et nuancée de ses besoins réels, de ce qui nourrit vraiment notre être profond. On réalise progressivement, avec une certaine surprise parfois, que l'on avait appris au fil des années à fonctionner dans un mode de vie particulier qui ne correspondait plus du tout à son rythme intérieur naturel, à ses cycles personnels. Accepter sereinement que l'on ne peut tout simplement pas tout absorber, tout résoudre, tout comprendre immédiatement devient une forme importante de maturité émotionnelle, de sagesse. Cette acceptation profonde n'est absolument pas une résignation passive ou un abandon. C'est au contraire une manière respectueuse d'honorer ses ressources limitées, de reconnaître qu'on est humain. Elle permet enfin de choisir beaucoup plus consciemment ce que l'on veut vraiment garder dans sa vie et ce que l'on doit courageusement laisser derrière soi pour avancer. Cela peut concerner des habitudes quotidiennes devenues toxiques, des responsabilités qui ne nous appartiennent pas vraiment, parfois même certaines dynamiques relationnelles qui se sont révélées beaucoup trop coûteuses pour l'esprit, trop épuisantes émotionnellement. Dans ce mouvement délicat de réajustement progressif, on découvre souvent avec surprise que la fatigue émotionnelle chronique n'était pas seulement le résultat direct d'une surcharge objective d'activité, mais aussi et surtout d'une absence totale de respiration intérieure, de temps pour soi. On vivait dans un enchaînement infernal d'obligations, de pensées répétitives et anxieuses, de gestes automatiques et mécaniques, sans jamais s'accorder de véritables pauses pour ressentir simplement ce qui était juste pour soi. Réintroduire consciemment ces espaces de respiration, même très brièvement au début, change profondément la manière dont on traverse les difficultés inévitables de la vie. Cela apporte une forme nouvelle de souplesse mentale et émotionnelle qui n'était plus du tout accessible lorsque l'on était complètement submergé par les exigences. On retrouve le droit précieux de ralentir son rythme, d'observer tranquillement ce qui se passe, de choisir consciemment sans culpabilité paralysante et sans justification épuisante. Progressivement, au fil des jours et des semaines, cette manière nouvelle d'habiter sa propre vie, d'être présent à soi-même, crée une sensation durable d'apaisement que l'on avait presque complètement oubliée. Ce n'est évidemment pas le calme parfait et permanent, mais une stabilité douce et réconfortante qui permet d'affronter les fluctuations naturelles du quotidien sans s'effondrer complètement. On commence enfin à se sentir beaucoup moins vulnérable aux imprévus de la vie, moins fragile face aux attentes extérieures constantes. Et cette stabilité intérieure précieuse ne vient absolument pas de la force brute ou de la volonté pure, mais de l'alignement retrouvé entre ce que l'on ressent authentiquement et ce que l'on accepte de vivre, de l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Ce lien intérieur, une fois retrouvé et solidement établi, devient une source inestimable de clarté qui guide naturellement les décisions importantes, les relations interpersonnelles, les engagements que l'on prend. Et parfois, au cœur même de cette reconstruction patiente et progressive, on réalise quelque chose d'encore plus important, de plus fondamental. La fatigue émotionnelle ne disparaît jamais totalement d'un coup comme par magie, en un claquement de doigts. Elle se dissipe plutôt par couches successives, lentement mais sûrement, au rythme naturel de ce que l'on comprend progressivement et de ce que l'on transforme activement.
Certains jours sont naturellement plus légers, plus fluides, où l'on se sent presque comme avant. D'autres rappellent encore douloureusement l'ancien poids, l'ancienne lourdeur. Mais cette alternance naturelle fait partie intégrante du processus de guérison. Elle est normale et attendue. Ce n'est absolument pas un retour en arrière ou un échec, c'est plutôt une invitation bienveillante à continuer de prendre soin de soi avec constance et régularité, sans relâche. L'esprit ne demande absolument pas la perfection impossible. Il demande simplement de l'attention sincère et régulière. Cette attention véritable, lorsqu'elle devient progressivement une habitude sincère et profondément ancrée, remplace naturellement l'épuisement chronique par une forme précieuse de paix durable et authentique. En arrivant à cette étape importante du parcours intérieur, on prend pleinement conscience que l'essentiel n'est absolument pas d'effacer toute trace de fatigue comme si elle n'avait jamais existé, mais plutôt d'apprendre progressivement à vivre en accord profond avec ce que l'on ressent réellement, sans filtre ni masque. L'épuisement émotionnel ne vient jamais pour nous réduire, pour nous détruire ou nous punir. Il vient plutôt pour signaler clairement que notre regard sur nous-mêmes doit impérativement évoluer, se transformer. Il montre avec précision les endroits où l'on s'est complètement oublié, les promesses importantes que l'on n'a pas tenues envers soi-même, les besoins fondamentaux que l'on a laissés en arrière par réflexe conditionné ou par loyauté excessive envers des attentes extérieures qui n'étaient pas les nôtres. Comprendre profondément, cela transforme radicalement la manière dont on aborde sa propre vie dans son ensemble. Ce n'est plus du tout une lutte épuisante et sans fin contre soi-même, contre sa nature, mais un chemin progressif de retour vers quelque chose de plus juste, de plus calme, de plus sincère et authentique. Avec le temps qui passe et l'expérience, on apprend progressivement que la véritable force ne réside absolument pas dans le fait de tenir coûte que coûte, de serrer les dents et de continuer malgré tout, mais plutôt dans la capacité précieuse à s'écouter attentivement avant d'atteindre le point de rupture, avant l'effondrement. Cette écoute attentive de soi n'est absolument pas un retrait égoïste du monde ou un abandon de ses responsabilités. C'est au contraire un geste profond de présence véritable envers soi-même, de respect et d'amour de soi. Elle permet enfin de reconnaître les signes précurseurs avant qu'ils ne deviennent envahissants et ingérables, de rééquilibrer consciemment ses priorités, de préserver ce qui est vraiment essentiel dans sa vie. On comprend également, avec le temps et la pratique, que l'équilibre émotionnel n'est jamais figé, jamais définitivement acquis. Il se construit jour après jour, se défait parfois, se reconstruit au rythme naturel des changements de vie, des défis qui se présentent, des rencontres qui nous transforment. L'important est de ne plus jamais se laisser glisser inconsciemment dans cet état dangereux de saturation qui consume lentement mais sûrement tous les élans de vivre, toute la joie d'exister. Dans ce processus continu, on découvre aussi progressivement que l'on devient naturellement plus attentif à la qualité véritable des liens qui nous entourent. Les relations qui exigent une énergie disproportionnée par rapport à ce qu'elles apportent deviennent beaucoup plus visibles, tout comme celles qui apportent une présence véritablement apaisante et nourrissante. Cette clarté relationnelle n'est absolument pas un tri radical et brutal, mais plutôt une prise de conscience progressive et bienveillante. Elle permet enfin de reconnaître les espaces où l'on peut être soi-même sans effort épuisant, sans masque social. Ceux où l'on respire beaucoup plus librement, ceux qui nourrissent véritablement plutôt qu'ils n'épuisent nos ressources limitées. Choisir ces espaces avec attention consciente construit progressivement une forme solide de stabilité émotionnelle qui devient une ressource précieuse et fiable pour traverser les périodes plus difficiles qui ne manqueront pas de survenir. Et un jour, presque sans s'en rendre compte, dans un moment ordinaire, on constate avec surprise que la fatigue qui semblait interminable et insurmontable a significativement perdu de son emprise sur notre vie. Elle n'a évidemment pas complètement disparu du paysage intérieur, mais elle n'occupe plus tout l'espace disponible. Elle ne domine plus. Ce qui la remplace progressivement, c'est une compréhension beaucoup plus fine et nuancée de ses propres limites, une douceur nouvelle dans la façon de se parler intérieurement, une lucidité claire dans la manière de s'engager dans le monde. On ne cherche plus du tout à être infaillible et parfait, mais simplement cohérent avec ce que l'on est vraiment, avec ses valeurs, avec ses limites. Cette cohérence retrouvée offre une respiration nouvelle, une stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures changeantes, mais de la relation précieuse que l'on a réapprise à entretenir avec soi-même. Au fond, la vraie transformation profonde réside là, dans cette alliance discrète mais puissante entre lucidité et bienveillance envers soi,
entre présence authentique et protection saine de soi. L'épuisement émotionnel devient alors une étape importante du parcours, non une identité permanente, une transition nécessaire qui conduit vers une manière plus honnête, plus vraie d'habiter sa propre vie. Et lorsque l'on traverse cette étape difficile avec patience, avec respect profond pour son propre rythme unique, on découvre une forme précieuse de paix qui ne vient pas des autres, de l'extérieur, mais de cet alignement intérieur qui se reconstruit lentement mais sûrement. Cette paix intérieure continue d'exister même lorsque le monde redevient exigeant et chaotique, parce qu'elle repose solidement sur une vérité intime et profonde. On n'a plus besoin de s'épuiser pour exister, pour avoir de la valeur. On a simplement besoin d'être en accord avec soi, d'honorer qui on est vraiment, dans toute sa complexité et sa beauté.